sans citation pour tout changer. Et la plus importante, peut-être, c'est celle de Yi Jing. Yi Jing est un auteur chinois de 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est le premier à avoir affirmé que la seule chose permanente, c'est le changement. Alors Héraclite l'a repris quelques années après, 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ, il y a donc 2500 ans. Rien n'est permanent sauf le changement. Mais ce que j'aime beaucoup dans le livre des transformations, le livre des mutations de Yi Jing, c'est un certain nombre de ces constats et le fait qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est que tout grand changement commence par de petites transformations. Une phrase d'Albert Camus qui me paraît effectivement bien refléter la réalité. Changer de métier n'est rien, mais renoncer à ce que l'on sait, à sa propre maîtrise, n'est pas facile. Et c'est au fond le problème essentiel que nous avons à résoudre dès qu'il y a des changements, notamment ceux liés à la digitalisation qu'évoquait ce matin Jacques Denis. Ces changements au niveau des personnes, des métiers, sont pas faciles. Et puis une phrase d'un homme politique français qui avait été, à un moment donné, qui apparaissait comme un homme qui allait mettre en place des réformes et qui constatait quelques années après qu'en décrétant le changement, l'immobilisme s'est mis en route et je ne sais plus comment l'arrêter. Bon, c'est aussi parfois ce que l'on constate dans certaines organisations. Dès que le projet de changement est là, dès qu'on le lance, eh bien ça suscite toutes les forces finalement de l'immobilisme qui se mettent en route. Une phrase également d'un proverbe chinois que j'aime bien. Quand le vent du changement se lève, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent. Ça vous rappelle probablement dans vos organisations ce qui se passe lorsque un grand projet est lancé. Et puis, cet humoriste qui a dit cela, Francis Blanche, il y a maintenant 50 ans, et ça reste terriblement actuel. Il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. Parfois, on fait appel à l'homme de RH pour changer le pansement, parce qu'on n'a pas voulu l'associer trop tôt pour penser le changement. Et ce retard d'intervention est un des problèmes majeurs. Donc hier, lorsqu'on regarde le cahier des charges de la fonction RH pour la période qui vient, on peut constater qu'elle doit progresser en matière d'administration RH, mieux maîtriser notamment ce qui est aujourd'hui la révolution dans les RH, la digitalisation des RH, la mise en œuvre de la transformation numérique, de la transformation digitale, les progrès dans les politiques et les pratiques d'implication et de motivation, notamment, on l'a évoqué à plusieurs reprises dans les interventions pendant ces 2 jours, s'adapter aux nouvelles générations, devenir partenaire stratégique, veiller à cet alignement des pratiques que l'on a également évoqué, ces notions de binôme, mais là où les progrès sont les plus importants à réaliser, d'autant plus indispensables, c'est dans l'accompagnement du changement. Maîtriser suffisamment au sein de la fonction RH la conduite du changement pour devenir vraiment les champions du changement. Lorsqu'on regarde un petit peu ce que c'est que la conduite du changement, on s'aperçoit que le besoin est apparu dès les années 90. Au départ, c'était la multiplication des projets de changement et le risque d'échec. Une recherche qui a été menée il y a quelques années aux États-Unis montrait que sur 100 projets de changement qui avaient été menés dans les entreprises, la moitié d'entre eux avaient coûté plus cher qu'ils ne rapportaient. Et que l'autre moitié des projets n'avaient pas rapporté ce qui était prévu. Simplement 10% d'entre eux avaient permis d'obtenir les résultats attendus. Autrement dit, que le rapport entre l'argent investi et l'argent et la valeur créée était ce qui était prévu. Donc, on a compris qu'il fallait vraiment mettre en place une conduite du changement. C'était un facteur clé du succès des stratégies de transformation mises en œuvre. Dès les années, alors au début, la conduite du changement, c'était vraiment les projets informatiques. C'est ces projets informatiques, et pas simplement la mise en place du SIRH, mais tous les projets informatiques qui ont conduit à faire des progrès pour accompagner les grands projets informatiques. Et au départ, on a surtout mis l'accent sur la communication et la formation. Et puis, on s'est aperçu que pour pouvoir réussir le changement, il était extrêmement important de mettre en place des études d'impact et qu'il fallait également mettre en place des plans d'accompagnement des transformations. Ensuite, la conduite du changement a davantage intéressé
aux conditions d'adhésion des acteurs, à l'appropriation des nouvelles pratiques. Il ne sert pas à grand-chose de mettre en place un merveilleux intranet si la plupart des personnes n'utilisent pas. Aujourd'hui, on voit certains réseaux sociaux numériques internes, ces fameux réseaux sociaux d'entreprise, installés, et où le pourcentage de salariés qui les utilisent régulièrement reste faible. Alors, évidemment, avec des différences, les juniors l'utilisent plus que les seniors. D'ailleurs, c'est en fonction de ce qu'on champion du changement. Ce constat, c'est que les organisations incapables de répondre aux pressions internes et externes pour changer n'ont pas d'avenir. Le changement, il est rendu obligatoire parce que l'environnement interne et externe change, et si je ne m'adapte pas, je meurs. Donc, il faut précéder les attentes des clients. Tout à l'heure, on a eu l'intervention de Jacques Denis Latournerie qui nous a montré comment, finalement, on pouvait mettre en place des outils pour anticiper ce que pouvaient être les attentes des clients et notamment de ces jeunes consommateurs potentiels, mais aussi l'ensemble des parties prenantes. Si je ne prends pas en compte toutes ces attentes, je sais être compétitif. Donc, le DRH, il doit commencer par être capable de suivre les demandes de changement avec leurs défis et leurs opportunités. Avec donc 4 grandes dimensions. Être capable d'intégrer et développer la maîtrise de la co-construction du changement. Et ce matin, Corinne a beaucoup insisté sur cette notion de co-construction du changement à travers notamment les ateliers participatifs, on y reviendra. Promouvoir et accompagner le changement des hommes et des organisations. Aider les leaders à maintenir, retenir, entretenir les changements indispensables. Et enfin, dépasser les approches traditionnelles de la conduite du changement pour adopter ce qu'on développe aujourd'hui, l'approche expérientielle, qui repose sur les acteurs concernés, managers et salariés. Donc c'est moins une affaire d'experts aujourd'hui qu'une affaire, au fond, de capacité à mettre en œuvre une approche expérientielle. La façon dont Yijing a parlé de ces mécanismes de changement et de transformation, avec finalement ce que doivent être les postures et ce que sont les étapes. Alors tout ça, c'est il y a 2500 ans. Regardez devant. Pas de changement si on ne regarde pas devant. Ça, c'est, je ne sais pas le dire en chinois, mais enfin, il faut regarder devant. Les personnes ont des besoins d'avenir, et le fait que la vie elle-même est un processus de transformation, avoir cette volonté de regarder devant. Avoir une cible. La nécessaire ambition et la possibilité pour les êtres humains de faire évoluer leur monde. Faire l'effort. Faire l'effort, ce qui illustre à la fois le risque pris et le travail à fournir pour réussir un changement. Se détacher, un point important. Lors d'un changement, on va rompre avec des habitudes sans pour autant omettre le passé. Cet équilibre très important dans la culture chinoise. Et puis basculer. Le moment où on bascule, le moment au cours duquel un processus de changement fait sens et s'ancre de manière à devenir une véritable réalité ordinaire. Le moment où on se l'approprie. Passer les étapes, qui décrit l'ancrage et la réalisation de la transformation comme un mouvement itératif nécessitant de multiples apprentissages. Et enfin, le fait que la transformation, ça c'est vraiment la pensée du Yijing, la transformation du futur s'inscrit dans une boucle infinie animée par le plaisir et l'envie. Pas de changement sans envie et sans plaisir. L'envie de changer, le plaisir de changer. Profiter. Le changement, il doit profiter, est une manière de savoir faire fructifier la transformation avec le souci de bien faire. Et dernier macro-mécanisme, ne pas s'arrêter. La trajectoire de changement est continue. On évoque souvent le cas de la bicyclette. Si on s'arrête de pédaler, effectivement, la bicyclette, on tombe. Et de la même façon, ne pas s'arrêter. Le changement, c'est permanent. C'est permanent, mais il faut le réussir. On dit qu'il ne faut pas qu'il soit trop rapide, il faut qu'il soit au bon rythme et que, vous l'avez compris, que le changement soit source de plaisir et non pas de douleur, de risques psychosociaux